1856, les FCM ont été créés en 1853, mais en 1856, il y a eu un grand changement, c'est-à-dire que les propriétaires des chantiers n'étaient plus là pour faire des bateaux, c'était une grande société anonyme et le but c'était de faire de l'argent en faisant des bateaux. Mais le but c'était de faire de l'argent, c'était tout à fait différent. Et à partir de là, il y a eu les premières grandes luttes sociales en 1872, après d'ailleurs la Commune de Paris qui avait été écrasée, ce qui était d'ailleurs remarquable, que la classe ouvrière se ressoulève dans cette période. Et là, il y a eu des luttes qui ont été menées contre l'entrée en France de ce qu'on appelait le taylorisme, c'est-à-dire le travail au rendement. Avant, les gens étaient payés tous les soirs. Ils venaient travailler le matin, le soir, ils partaient avec leur salaire. Ils le portaient à la maison et l'épouse, en général, puisque c'était les femmes au foyer, achetaient de quoi manger le lendemain. Là, pendant une période, plus de salaire pendant 14 jours. Les gens étaient payés à la quatorzaine et il fallait attendre 14 jours pour être payé. Le deuxième vendredi, 1 sur 2. Et là, évidemment, les gens n'avaient plus de quoi manger et surtout, ils touchaient qu'une partie du salaire. Parce que, comme ils allaient travailler au rendement, ils avaient une partie fixe et une partie mobile. La partie mobile, c'était si on travaillait plus, on gagnait plus. On l'a déjà entendu. Si on travaillait moins, on gagnait moins. Et évidemment, les gens ont protesté contre cela et il y a eu une grande grève qui a duré 5 semaines. Cette grève avait un deuxième aspect, c'était la mutuelle. Jusque-là, il y avait une mutuelle, mais elle était dirigée par l'employeur. Et l'employeur, il donnait des indemnités lorsque quelqu'un était blessé, si l'ouvrier était un bon ouvrier, c'est-à-dire qu'il était fidèle à l'employeur, mais si c'était un ouvrier qui faisait partie de ceux qui revendiquaient, qui voulaient qu'il y ait moins de morts, moins de blessés, qu'on travaille dans de meilleures conditions, cela, il n'était pas indemnisé. Donc les ouvriers voulaient que la mutuelle soit dirigée par les ouvriers et qu'elle soit juste, qu'on indemnise aussi bien ceux qui étaient bien jugés par le patron que ceux qui n'étaient pas, et que le critère soit la maladie elle-même, la gravité de la blessure, la durée de l'interruption de travail. Donc ça a été une très grande grève, c'est la plus grande et la plus importante que l'on connaisse de la période du siècle précédent. Ensuite, si on remonte dans le temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement de Pétain avait interdit les syndicats, les anciens syndicats plus exactement, et il avait créé un seul syndicat pro-allemand qui était le syndicat officiel. Alors là, dans les chantiers, il y a eu des luttes sociales, surtout du sabotage pour essayer d'empêcher que les chantiers puissent servir l'armement allemand. Et à un moment donné, les camarades de la CGT de l'époque, clandestines, ont décidé d'envahir, d'adhérer au syndicat officiel, non pas pour y être fidèle, mais pour le détourner de sa vocation. Et là, il y a eu pas mal de choses importantes qui ont été faites, et même l'organisation de 2 grèves dans les chantiers, dont une face aux mitrailleuses allemandes, justement ici devant la porte. Ça, c'est la période de la guerre. À la fin de la guerre, comme la CGT était apparue, comme elle était la seule qui avait défendu les travailleurs qui s'étaient opposés aux Allemands, il y a eu une masse d'adhésion à la CGT. Je me rappelle Joseph Grimaud, qui était le secrétaire du syndicat dans les années 1950 et 60, nous racontait qu'on mettait des tables devant la porte et les travailleurs venaient adhérer en masse à la CGT. Ça a été une période
très forte d'adhésion. Et puis ça, c'était donc en 1946. Le chantier, comme vous le savez, avait été totalement détruit par les Allemands. Il a été reconstruit en 3 ans, et en même temps qu'on l'a reconstruit et agrandi, on a construit un premier navire, le Dubreka, qui a été construit avec les déchets, les décombres du chantier et des bateaux qui avaient été sabordés, entièrement un navire fait avec de la récupération. Et puis il y a eu la période de 1948. Vous savez que de 1945 à 1948, ça a été la reconstruction du pays. Et puis en 1948, il a commencé à y avoir le plan Marshall, les luttes au niveau national, le patronat qui a repris ses habitudes, les travailleurs qui ont commencé à dire maintenant que le pays a été reconstruit, il faut qu'on ait un petit peu des salaires plus élevés, un peu plus de garantie de l'emploi, etc. Enfin bref, il y a eu les grandes luttes de 1948 qui ont été très dures avec des manifestations réprimées par la police. Il y a eu des morts, notamment parmi les mineurs dans le Nord et dans la Loire. Au chantier aussi, les luttes ont été très difficiles. Il y avait la soupe populaire. La plupart des gens, moi personnellement, je suis allé manger à la soupe populaire. On y allait avec la gamelle pour la famille, on faisait la queue. Enfin bref, il y avait la solidarité des paysans, des gens qui donnaient de l'argent, des bénévoles qui faisaient cette soupe, etc. Mais le drame, c'est qu'en 1948, il y a eu beaucoup d'interventions policières, il y a eu beaucoup de problèmes importants, il y a eu beaucoup de licenciements de militants syndicaux, et le syndicat, petit à petit, s'est réduit. Et il s'est surtout réduit en 1955, où les syndicats, pour revendiquer des salaires, ont refusé de lancer un navire. C'est-à-dire qu'ils avaient dit que si la direction ne commençait pas les salaires, ils ne lanceraient pas le navire. Et au moment où le navire était prêt à partir à la mer, les ouvriers ont arrêté le lancement. Évidemment, ils avaient conservé quand même un minimum de sécurité, parce qu'un navire, dans ce moment-là, il peut chavirer. Ils avaient pris quand même des précautions, mais la direction a saisi cette occasion pour licencier tous les principaux dirigeants du syndicat CGT de l'époque. Et à partir de là, il y a eu une période très creuse pendant laquelle les syndicats, et la CGT en particulier, enfin, les autres n'existaient pratiquement pas, sont tombés à la plus simple expression dans les années fin 50, il y avait à peu près 160 adhérents à la CGT pour tous les chantiers, et peut-être quelques dizaines dans les autres syndicats qui étaient pratiquement inexistants. Et puis là, alors, les choses ont changé. Il y a eu dans un atelier, l'atelier de tôlerie où il y avait les traceurs. Les traceurs, c'était ceux qui traçaient les tôles que l'on allait découper pour construire un navire. Les traceurs tôliers, c'était les gens qui étaient... C'était le métier noble à l'époque. Et ces gens-là, donc, ont utilisé le travail au rendement qui avait été l'objet des grèves de 1872. Ils ont utilisé à leur profit d'une façon très intelligente. Le salaire au rendement était devenu une comédie en réalité. Il n'y avait plus de travail au rendement. Tout le monde était payé avec un prix fait à 20, 21, 22%. Et vous pouviez faire le travail 3 fois plus vite, vous n'aviez pas un centime de plus à l'époque. Donc les traceurs tôliers avaient des bons de travail d'avance, des travaux qu'ils avaient faits, qu'ils avaient rendus, mais qu'on ne leur payait pas au rendement comme on aurait dû leur payer. Et ils avaient des centaines d'heures d'avance. Alors ils ont dit, puisqu'on ne veut pas nous augmenter, puisqu'on ne nous permet pas de gagner l'argent
que nous avons gagné en faisant les travaux plus vite, on va faire, ils ont appelé ça le moment des 3%, on va envoyer toutes les semaines des préfets de travaux que nous avons déjà faits, pour 3% de plus. Autrement dit, s'ils avaient travaillé 100 heures, eh bien, ils envoyaient 103 heures de travail déjà fait. Mais ils ne faisaient plus rien. Et pendant plusieurs semaines, ils ont arrêté de tracer des tôles. Et petit à petit, la production s'est arrêtée, mais ils ne faisaient pas grève, puisqu'ils continuaient à envoyer des bons travaux qu'ils avaient déjà faits. Bon, on est allé à la direction du travail, il y a eu des tas de réunions, des plaintes, des tribunaux, mais ils avaient raison. Ils avaient fait le travail, on ne pouvait pas les obliger à refaire un travail ou un autre, puisqu'ils avaient déjà fait un travail officiellement. Et là, la direction a dû céder. Ils ont obtenu des augmentations importantes de salaire. Et à partir de ce moment-là, on en est venu syndicalement à se battre, non pas sur des revendications générales, mais sur des revendications particulières. Et tous les ateliers ont utilisé le même principe pour revendiquer eux aussi une augmentation de salaire qu'on a déguisée sous forme d'augmentation du prix fait. Et pendant 9 mois, nous avons fait des luttes par roulement. Tantôt c'était les électriciens qui faisaient une demi-heure de grève, 1 heure, 2 heures, tantôt c'était les tuyauteurs, tantôt c'était les menuisiers, tantôt c'était les traceurs, etc., etc. Et comme cela, on arrêtait la production et le mot d'ordre c'était faire perdre le moins possible d'argent aux travailleurs et en faire perdre le maximum aux patrons. Et donc chacun faisant qu'une demi-heure, 1 heure par semaine, le chantier était arrêté en permanence pratiquement, puisque ça désorganisait totalement la production. Un bateau, si ce n'est pas comme les automobiles, c'est quand même d'une certaine manière un travail quand même un petit peu à la chaîne, puisqu'on fait des travaux, ils s'enchaînent les uns après les autres. Hein. Donc voilà, et là, finalement, on en est venu dans les années 1961 à obtenir la discussion d'une classification du personnel. Parce que depuis la fin de la guerre, les catégories dans le chantier étaient le manœuvre 1, le manœuvre 2, ME1, ME2, ouvrier spécialisé numéro 1, ouvrier spécialisé numéro 2, OS2, et ouvrier professionnel numéro 1, ouvrier professionnel numéro 2, ouvrier professionnel numéro 3, OP1, OP2, OP3. C'était les accords parodie, et la classification s'arrêtait là, au P3, et il y avait très peu de P3, guère plus de P2, et presque tous les salariés étaient OP1, ceux qui avaient réussi le CAP en passant par l'école d'apprentissage, et les OS, les autres, les OS, ceux qui rentraient, ils rentraient comme meneurs ou OS. Et donc, à partir de là, comme les travaux, c'était beaucoup, ils avaient beaucoup évolué, c'était beaucoup plus complexe, etc. On a décidé, on a obtenu de rediscuter une classification du personnel. C'est-à-dire redéfinir quel était le travail de chaque catégorie, créer des catégories nouvelles pour les travaux qui étaient devenus techniquement plus compliqués, etc. Et là, pendant 1 an, on a discuté corporation par corporation. Et là, pour discuter avec la direction, nous avons choisi les meilleurs ouvriers de chaque profession. Et on a travaillé officiellement avec eux pour définir le travail que chacun devait faire dans telle catégorie. On a défini les essais, etc. Et partant de là, on a eu, je dirais, l'opportunité d'un lien qui était devenu différent avec les travailleurs. D'abord parce qu'on travaillait sur le plan professionnel réellement, on obtenait des augmentations de salaire sous la forme du changement de catégorie, et le syndicat a commencé à se développer à tel point que nous faisions des centaines et des centaines
d'adhésion sur la base de résultats concrets. Et dans les années arrivées en 64, nous avions déjà un syndicat CGT, je dis bien, très puissant. Et tu as 5 minutes pour aller jusqu'en 89. Tu m'as dit. Ouais, vas-y. Bon, alors, en 64-65, il y a eu des licenciements parce qu'il y a eu un premier livre blanc en 1959 qui décidait la fermeture des chantiers. Pas que des chantiers d'Assène, 5 chantiers français et une vingtaine de chantiers européens. C'était l'Europe qui le décidait. Les chantiers d'Assène devaient fermer, nous nous sommes battus et exceptionnellement, nous avons empêché la fermeture des chantiers en 1966. Il y a eu des luttes absolument extraordinaires, il n'y en a jamais eu d'autres d'ailleurs aussi importantes. Là, non seulement comme nous avions sauvé le chantier, nous avons fait encore beaucoup plus d'adhésions. En 1967, nous avons décidé de créer 2 syndicats CGT pour être au plus près des salariés. Un, les ouvriers, l'autre, les employés techniciens à géométrie, les ingénieurs et cadres. Et partant de là, on a continué à défendre au mieux les intérêts des travailleurs avec leur soutien. Et c'est vrai que pendant toute cette période déclin, on avait tendance à considérer le syndicat aussi important que la direction. Nous travaillions, nous défendions les intérêts des travailleurs, mais nous défendions en même temps toujours l'entreprise. Et donc il y avait de ce côté-là quand même quelque chose qui était absolument bien compris. Après, malheureusement, est arrivé en 1977 un deuxième livre blanc européen qui, lui, a décidé de fermer tous les chantiers européens, à part 3, un sur chaque mer, c'est Saint-Nazaire en France qui est resté. Et là, bien sûr, nous avons mené encore des luttes qui, tout en étant absolument exceptionnelles, importantes, nous n'avons pas pu empêcher la fermeture des chantiers en 88. Voilà. Mais on peut en parler pendant des heures et des jours. C'est un problème très vaste. Cet aspect social est intéressant à souligner. On n'avait pas vu. Il y aurait des questions.